Le mouvement est mécanique, plusieurs heures par jour, les doigts tapotent l'écran du smartphone, direction Instagram, TikTok, Blue Sky, Pinterest. Les informations déroulent, glissent, passent d'une vidéo de recettes anti-gaspi à celle d'une découverte beauté incroyable, en terminant par l'analyse d'un discours de Donald Trump ou au choix d'une vidéo de chat en deepfake. Chaque vidéo porte son message politique, marketing, d'information, mais à la fin, avec quoi ressort-on ? Une envie de changer le monde ou de s'acheter une énième paire de baskets. Comment réagir face à des messages contradictoires entre urgence climatique et appel au consumérisme ? Pour la question centrale de ce débat, je vais reprendre le cœur de la thèse de l'un de nos invités, Jean-Baptiste Paulet, qui écrit comment cet espace, donc les réseaux sociaux, qui représentait un espoir colossal, peut continuer à être un espace où l'on agit. Donc, je m'appelle Maud Benakcha, je suis journaliste à Libération, je programme le Climat Libé Tour et j'avais envie pour ce débat d'être encore plus dans les mécanismes de la création de contenu devant et derrière l'écran. Et pour y répondre, j'ai 3 super invités qui jouent sur 3 terrains différents. Jean-Baptiste Paulet, bonjour. Bonjour. Tu es docteur en sciences de l'information et de la communication et tu as rédigé une thèse dont le titre est compréhensible. Donc, comme on n'est pas fâché avec le bonheur ici, on va la citer parce que ça n'arrive pas beaucoup dans la vie de citer les titres de thèse. Campagne à l'ère du numérique, quelle participation pour quelle dynamique d'influence des organisations de plaidoyer. Ici, le cas d'étude sera Greenpeace et on va partir beaucoup de tes recherches de terrain pour comprendre et pour pouvoir échanger sur d'autres terrains et notamment à l'Assemblée nationale avec Marie-Charlotte Garin. Bonjour. Bonjour. Tu es députée Les Écologistes. Merci beaucoup d'être présente. Et enfin, Myrtille, styliste et créatrice de contenu du compte Histoire Seconde. Je t'ai invitée parce que je te voyais souvent sur mon fil sur Instagram et j'ai aimé les prises de position que tu prenais, l'évolution de ton compte au fur et à mesure des mois où je découvrais ton compte. Alors je me suis dit, creusons, je t'ai envoyé un message, on s'est parlé, j'ai été conquise. La suite, c'est tout de suite. Merci beaucoup d'être ici. Dans le supplément qu'on a publié et que vous pouvez facilement trouver sur vos chaînes ou à l'entrée, il y a eu une interview qui a été donnée entre Vince Canté qu'on avait juste à l'instant et Thomas Huchon qui viendra sur Twitch juste après et où il expliquait en quelque sorte, longtemps j'ai pensé que sur le terrain de la désinformation, c'était le complotisme l'ennemi à abattre, mais je me rends compte qu'il faut regarder plus large avec les big tech. Marie-Charlotte Garin, est-ce que tu peux juste donner un contexte législatif sur la protection face aux big tech, déjà à l'échelle française, on en est où en ce moment? Quels sont les débats qui sont en cours? Alors, à l'échelle française, c'est pas franchement reluisant, puisque par exemple, sur tout ce qui va être les algorithmes, il y a 0 régulation. Donc, en gros, les big tech, les fameux GAFAM, comme on les appelle, ils font un peu ce qu'ils veulent. Et il a failli avoir une taxe sur les GAFAM. La question s'est posée. Et en fait, ce qu'on nous a dit, c'est que comme c'était pas aligné au niveau européen, il fallait pas le faire au niveau français. Et c'est là où on a un espèce d'absence de régulation, c'est qu'en gros, les gens se renvoient la patate chaude, et du coup, le niveau français, l'État, le gouvernement ne fait rien. Même si en ce moment, par exemple, il y a mon collègue Arthur Delaporte qui a une commission d'enquête sur TikTok, mais on est bien loin, en fait, on est carrément à la bourre. On pourrait se dire que l'État français aurait dû anticiper et réguler bien avant. Et moi, ce qui m'a vraiment frappée, et on en parlait il y a quelques mois dans l'actualité, c'est la question de la fiscalisation de ces entreprises. C'est-à-dire qu'elles font clairement toute leur économie sur notre dos, sur notre fameuse économie de l'intention, et pourtant elles payent quasiment rien. Donc j'ai pris les chiffres, elles payent pas exactement rien, mais en gros elles se font 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires en France en 2022. Et on a un rapport de la Cour des comptes et du Sénat qui nous dit qu'ils devraient payer 400 millions d'impôts, et ils payent 50 millions. Donc, c'est des systèmes d'optimisation fiscale. Et ce qu'on constate, en gros, avec la Big Tech, c'est que c'est vraiment, et encore plus aujourd'hui dans un contexte de politisation des chefs d'entreprise de la tech, c'est le boys club des bullies, comme on dit, qui font un peu ce qu'ils veulent sans foi ni loi et qui, de toute façon, contourneront toujours puisqu'ils estiment que nous sommes dépendants d'eux et que finalement, la législation, ils peuvent bien s'en passer, quoi. Et à l'échelle européenne, comment ça se passe? Est-ce que toi, tu es en lien avec des eurodéputés pour parler de ces sujets? À l'échelle européenne, c'est un peu différent parce que justement, les choses ont bougé peut-être un petit peu en amont. Et il y a d'abord le Digital Services Act qui, lui, il impose des obligations de transparence sur les contenus et la modération des algos. Et il y a le Digital Markets Act, et lui, c'est plutôt pour les pratiques anticoncurrentielles entre les GAFAM. Donc, il y a une forme de régulation, même si elle n'est pas aussi ambitieuse qu'on le voudrait. Et là, moi, en ce moment, je sais que j'ai ma collègue Mélissa Camara, qui est eurodéputée,
qui va participer à une commission spéciale qui va s'appeler Bouclier démocratique. Et pour le coup, ça va prendre en compte plutôt la question justement des ingérences étrangères et des influences qu'on peut avoir via la technologie dans le système démocratique européen. Et c'est une commission qui n'a pas été encore lancée, mais qui doit avoir lieu là dans les mois qui viennent. Sur la question de l'indépendance, Myrtille, c'était l'une des questions que je voulais te poser, c'est à quel point est-ce que toi, dans ton activité de styliste, tu es dépendante aujourd'hui de ton travail sur les réseaux sociaux ? Eh bien, à 100% dépendante, parce qu'en fait, toutes mes clientes sont ramenées par Instagram. Donc, c'est mon canal ultime de communication. Et si demain, Instagram s'arrête, je n'ai pas d'autres points de contact avec mes clientes. Et c'est pour ça que je dois aussi réfléchir à la manière dont je peux peut-être lancer une newsletter ou réussir à collecter des emails pour me dire que je ne suis pas dépendante de cette plateforme, parce qu'à l'heure actuelle, si je suis pieds et poings liés. Et du coup, tu es en train d'y réfléchir à comment faire évoluer les choses. Est-ce que, en même temps, tu es toute seule, donc je ne sais pas à quel point ce serait possible de se dire OK, je réadapte mes contenus qui sont sur les réseaux sociaux en newsletter. Enfin, ça demande un travail fou. Déjà, il y a d'autres plateformes qui se développent. Donc après, le problème de changer de plateforme, c'est qu'on déplace simplement sa dépendance. Mais là, notamment avec l'arrivée de Substack, qui redéveloppe les newsletters, pourquoi pas se dire, j'essaye d'aller là-bas et après, j'ai une base de données. Et avec cette base de données, je peux développer mon contenu de manière plus libre. Mais quoi qu'il en soit, en fait, il y a une force de frappe qui est induite par TikTok ou Instagram qui est impossible à reproduire par soi-même. Donc voilà, c'est vrai que pour le moment, c'est impossible de s'en passer. Et il y avait les questions sur les contrôles de l'algorithme, enfin, en tout cas connaître un petit peu ce qui fonctionne sur l'algorithme. Toi, j'imagine que tu dois le voir sur l'impact de tes vidéos. Est-ce que tu pourrais faire un petit peu un panel des vidéos qui fonctionnent le mieux et à l'inverse de ce qui fonctionne le moins bien? Et est-ce que tu en ressors des choses pour toi? On va pas comprendre l'algorithme, mais juste à ton échelle, si tu as des choses qui ressortent depuis que tu t'es lancé sur les réseaux sociaux. Oui, après, même de toute façon, moi, je fais quand même du benchmark tout le temps parce que je regarde quel type de contenu fonctionne et quel type de contenu ne fonctionne pas. Ce qui est assez déprimant et ce qui me met souvent en colère, c'est que, donc pas à titre perso, mais quand je regarde les chiffres des autres influenceurs, ce qui fonctionne le mieux, ça reste les hauls pour montrer des nouveautés. Je vais parler de mode, je suis désolée, mais c'est ce que je connais le mieux. Donc voilà, les hauls avec les nouveaux produits, les 10 tendances, les produits apportés cette saison, donc quelque chose qui va être vraiment dans la surconsommation et le consumérisme à foison. Et donc, moi, j'essaye de reprendre ces codes et de les jouer à revers. Et donc, les vidéos qui vont fonctionner chez moi, ça va être par exemple les trends qui ne passeront pas par moi. Donc, quelles sont les tendances que j'ai décidé de ne pas adopter et pourquoi j'ai décidé de ne pas les adopter. Ça peut être aussi les dupes Cézanne adaptées au vintage. Donc là, je prends une marque qui cartonne sur les réseaux et j'essaye de montrer que cette marque n'est inspirée que du vintage et qu'en fait, on peut trouver des pièces tout aussi, voire plus qualitatives en allant se sourcer en friperie et en allant chiner. Et voilà, de réfléchir en fait comment est-ce que je peux contre-attaquer ces formats et les rendre intéressants, mais avec ce que moi j'ai envie de dire, quoi. Si on parle des vidéos qui fonctionnent moins bien à l'échelle d'un compte, pas à l'échelle individuelle, mais à l'échelle d'un compte, sur le compte des écologistes, est-ce que tu as quelques chiffres, est-ce que tu as quelques informations sur ce qui fonctionne le mieux ? Alors, ça va être différent parce qu'en plus, on ne va pas publier forcément exactement le même contenu en fonction de la plateforme. Et donc, chez les écolos, ça dépend. Et puis, on a aussi, en gros, en tant que parti, on a aussi quand même de la com qui s'approche de ce qu'on appelle une com institutionnelle. Ce qui est différent de, par exemple, ma com, à moi, MC Garin, député, où on a plus de liberté. Et ce que j'observe, c'est qu'on est quand même dans un phénomène où tout ce qui va polariser pas mal va marcher. Là où l'émotionnel va marcher souvent plus que le rationnel. Et moi, ce que j'observe ces derniers temps, en tout cas, c'est que j'ai l'impression qu'on est rentré dans une ère post-rationnelle d'un point de vue informationnel et d'un point de vue du rapport à la vérité. On est dans une forme de post-vérité aussi. Moi, à titre de ma petite échelle, par exemple, c'est intéressant de voir que sur certains réseaux sociaux, tout ce qui va être produit par l'extrême droite, enfin par tout un pan, en tout cas, on va dire, du champ politique, va vachement bien marcher sur les réseaux. Ça buzz vachement, enfin, on a l'exemple de Bardella en tête, etc. Et pourtant, moi, quand je critique l'extrême droite, c'est des contenus qui buzzent aussi.
Et on n'a pas vraiment d'explication. Enfin, si, on a une petite explication qui est qu'en fait, on crée du taux d'engagement avec les communautés d'extrême droite qui sont très actives et qui vont balancer vachement de haine en fait sur les contenus, et ça va faire monter des contenus comme ça. Après, les politiques, on peut aussi justement s'approprier des tendances pour les utiliser et faire comme ce que tu disais toi, Myrtille, version mode, version politique, quoi, les détourner. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la trend où il y a quelqu'un qui se balade dans Paris et quelqu'un l'arrête et lui fait « Excuse-moi, je peux te demander combien tu payes ton loyer ?» Nous, typiquement, on a utilisé cette trend pour parler d'absolument autre chose qui n'avait absolument rien à voir, c'est-à-dire la pollution au polluant éternel. Ben, en fait, ça a super bien marché juste parce qu'on a pris 5 secondes d'accroche de quelque chose qui était en tendance dans les réseaux sociaux. Et en fait, c'est la difficulté de ce système dans lequel on est pris et comment est-ce qu'on utilise les codes pour s'en détourner, mais sans non plus trahir ses valeurs. Et paradoxalement, moi, j'observe aussi qu'il y a des contenus de fond et d'information qui marchent vachement bien. Comme par exemple, quand Bloom fait une campagne avec beaucoup d'informations sur pourquoi ça ne va pas le chalutage dans les fonds marins. En fait, ça fonctionne quand même. Il y a des contenus qui vont peut-être pas être... Ça va peut-être être des échelles de viralité qui vont être différentes, mais en tout cas, il va y avoir des formes de viralité aussi dans des bulles communautaires qui vont fonctionner, qui vont peut-être pas tout percer et devenir un truc extrêmement grand public, et d'où l'intérêt en fait d'essayer d'utiliser des tendances grand public pour se les réapproprier et pour faire passer des messages politiques à l'intérieur. Et c'est tout le travail que vous avez fait, que tu as fait, Jean-Baptiste, ces dernières années. Je ne sais pas combien de temps tu as travaillé sur ta thèse. 5 ans. Et du coup, pendant 5 longues années auprès de Greenpeace. Juste sur ta thèse, donc à quelles conditions la participation en ligne, ça tu l'écris, à quelles conditions la participation en ligne en soutien d'une organisation de plaidoyer peut être génératrice d'influence. Donc on est vraiment sur ce sujet et tu vas nous aider parce que tu vas pouvoir donner un peu plus on va pouvoir décortiquer des campagnes qui ont été menées par Greenpeace. Est-ce que tu peux juste faire un point méthodologique sur la manière dont tu as travaillé pour cette thèse ? Ouais, vaste question. L'idée, c'était de pouvoir être au plus proche de ce que peut produire un acteur comme Greenpeace, donc d'étudier les campagnes de Greenpeace, donc qui sont vastes sur différents domaines dans l'écologie, et de voir comment ils peuvent s'emparer des réseaux sociaux pour faire passer leur message et appuyer leurs demandes politiques. Donc essayer de voir dans quelle mesure on arrivait à mobiliser un public, donc des audiences qui vont être variées, à la fois des militants qui sont convaincus par ce que peut proposer Greenpeace, mais aussi des audiences plus larges pour faire pression sur les décideurs politiques qui sont in fine les personnes que cherche à toucher Greenpeace. Et donc, juste pour refaire un point, donc Greenpeace a été créé en 1971. De base, c'est quoi la cible de la mobilisation ? Alors, la cible de mobilisation, ça va être de toucher le grand public. C'est quand même l'objectif de Greenpeace, de pouvoir faire en sorte qu'un maximum de personnes se mobilisent pour obtenir des avancées politiques. Aujourd'hui, Greenpeace sur les réseaux sociaux, et ça c'est assez paradoxal, est très suivi. Donc vous pouvez aller voir sur ses comptes, mais sur Facebook aujourd'hui, il y a un peu plus de 800 000 personnes qui suivent le compte de Greenpeace. C'est pareil sur Instagram, on a un peu plus de 400 000 personnes. Sur les différents comptes, et pourtant le taux d'engagement il n'est pas non plus excessivement élevé. Alors j'appelle taux d'engagement, c'est la capacité que vous avez à générer des interactions sur ces plateformes, et finalement on a à peu près de l'ordre de 1 à 2% seulement des gens qui sont abonnés au compte de Greenpeace, qui voient les contenus et qui interagissent derrière. Donc ça c'est, Marie-Charlotte t'en a parlé, la problématique des algorithmes, pourquoi ça marche, pourquoi ça fonctionne. Donc c'est un aspect central du travail de Greenpeace qui va être de construire de la visibilité autour des causes qu'on porte. Alors moi j'ai un regard assez critique sur cette question de la visibilité. Il y a finalement un fantasme, et que je partage le premier. On a une forme de cyber-optimisme qui commence, je pense, au moment des printemps arabes. Si on remonte un peu en arrière à 2009, il y a finalement une vision assez idyllique de ce que pouvaient apporter les réseaux sociaux à la société, un regard une capacité d'accélération finalement de l'histoire qui s'est portée à ce moment-là. Et c'est vrai qu'il y a eu un phénomène d'accélération, mais derrière finalement les choses ont beaucoup changé. Je pense qu'il y a une chercheuse d'Harvard qui a pas mal plié le game sur la question, qui a écrit un bouquin en 2018 qui s'appelle La révolution qui n'existe pas, en étudiant la capacité d'organisations progressistes versus des organisations conservatrices. Elle a montré justement la capacité des organisations conservatrices à être plus performants dans les espaces numériques. Donc elle explique pour différentes raisons, mais notamment on sait aujourd'hui que les formes de domination qui existent hors ligne, donc dans la vie réelle, se reproduisent en ligne. Donc en fait, plus vous avez d'argent, plus vous avez de compétences, plus vous êtes en capacité d'être performant. Et elle montre aussi que l'idéologie conservatrice, néoconservatrice, est très simplificatrice. Et en fait, cette forme d'idéologie, en fait, les algorithmes sont bêtes. Et plus vous avez une idéologie qui est simple, plus il est facile pour l'algorithme de comprendre ce que vous allez vouloir dire et de diffuser vos contenus à des gens
auxquels ils ont identifié une forme d'appétence pour ces contenus. Et c'est vrai que dans nos sphères progressistes, on porte beaucoup de combats qui sont à la fois très différents, même s'ils peuvent être intersectionnels. Et il y a une plus grande complexité pour l'algorithme à créer des ponts entre nos combats. Et donc, c'est une des raisons de la capacité de l'extrême droite à être aujourd'hui plus performant en ligne. Tout ça pour dire finalement cette capacité, et moi je pense que ça peut être intéressant qu'on en discute ensemble, je pense que les créateurs de contenu font, en tout cas ceux qui s'engagent, font un travail qui est essentiel. Mais pour une organisation comme Greenpeace, parce que j'ai parlé avec ma casquette de chercheur, mais je travaille aussi aujourd'hui pour Greenpeace, donc je porte aussi cette vision-là. La dynamique est aussi plutôt de se dire dans quelle mesure on a la nécessité d'être présent sur les réseaux sociaux, parce que c'est là qu'il y a les audiences, et tu le disais Myrtille, aujourd'hui c'est essentiel si on veut être visible, mais derrière, au-delà des coûts de communication et des coûts de visibilité, qu'est-ce que ça nous apporte? Donc derrière ces clics, qu'est-ce qui peut se cacher? Et donc moi je pense, et tu le développais Myrtille, je pense que c'est essentiel. Aujourd'hui, il faut faire en sorte de capitaliser sur des coûts de communication qu'on peut avoir en ligne, mais pour ramener des gens qui sont sur les réseaux sociaux, sur des espaces propriétaires, sur lesquels on est beaucoup plus maître en termes d'algorithmes. Donc tu parlais de la newsletter. Finalement, on est en train de revenir à un web plus ancien où l'email fait foi, le SMS fonctionne très bien. Et on revient aussi à des vieilles théories de sciences politiques qui sont celles de la pyramide de l'engagement, notamment, qui est un concept des années 60, avec l'idée de se dire que le numérique n'est plus qu'une porte d'entrée. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'intéresser entre deux postes, on va parler de cosmétiques, de nouvelles tendances, et on va tomber sur un contenu qui va me parler d'écologie. Finalement, on est sur un scrolling un peu infini, tu le disais au début, et c'est comment à ce moment-là, je vais pouvoir ramener dans mon espace à moi, sortir des réseaux et faire en sorte de se dire, peut-être je vais pas devenir, c'est sûr, je ne deviendrai pas militant de Greenpeace du jour au lendemain, mais comment moi, en tant qu'organisation, je vais pouvoir réussir à rester en contact avec cette personne pour lui proposer des étapes d'engagement qui vont lui permettre d'agir avec l'organisation et de partir du numérique pour revenir dans la vie réelle. On pourra en parler peut-être en détail, parce qu'on a mené des actions dans ce sens-là qui peuvent être, je pense, intéressantes. Justement, là-dessus, j'aimerais qu'on rentre dans le concret assez rapidement. Dans ta thèse, tu travailles sur 3 cas. Le premier cas, c'est la campagne transition énergétique sur la sortie du nucléaire qu'a lancé Greenpeace, et t'expliques que c'est un fonctionnement en top and down. Qu'est-ce que c'est ? Alors, le top-down, ça va être un fonctionnement qui est très vertical. Et en fait, moi, la critique que en tout cas, ce que je veux expliciter, c'est que le numérique n'est pas neutre. En fait, la manière dont vous allez configurer des dispositifs de communication, vous allez produire des effets qui sont différenciés. Et ce que j'appelle top-down, c'est quand vous construisez des campagnes très verticales qui ne sont pas construites avec des acteurs, où c'est uniquement l'organisation qui va porter un message sans associer d'autres personnes et sans fonctionner en ce qu'on pourrait appeler en réseau. Donc, par exemple, on peut différencier avec le top-down, ça va être le bottom-up. Et moi, ce que j'appelle les organisations, c'est de beaucoup plus travailler avec des créateurs de contenu pour travailler en réseau, pour construire des messages. On va y venir. Pardon, j'avance trop. Là, juste le top-down. En politique, ça te dit quelque chose, ce top-down? Vous êtes assez familier avec ça? Ouais, je sais pas si nous on a exactement la distinction, mais oui, et moi je rejoins Jean-Baptiste sur comment est-ce que notre job c'est en fait de faire des réseaux sociaux une porte d'entrée pour l'engagement, et du coup pour nous, pour l'engagement soit politique dans le sens rejoindre des forces politiques, soit de mobilisation pour se mobiliser contre une lutte ou pour un sujet en particulier. Et moi j'ai un exemple qui a super marché pour nous les écolos sur l'année écoulée, ça a été la lutte contre les polluants éternels. En fait, ça a été incroyable. On a réussi à construire justement une forme de coalition qui est passée beaucoup par le numérique en réalité, voire quasiment que exclusivement, donc avec des activistes comme Camille Etienne, avec Génération Future, avec beaucoup d'assos qui étaient avec nous et qui étaient embarqués et qui ont organisé cette mobilisation et cette mobilisation de l'opinion, et où du coup, effectivement, les personnes qui scrollaient étaient informées dans un premier temps, puis appelées à s'engager et donc très concrètement, à envoyer un mail aux députés, aux sénateurs, etc., pour que ça avance. Et c'est parti de qui, en fait? Comment est-ce que ça s'est organisé pour tous vous mettre en coalition? Je sais qu'il y avait un député qui travaillait sur ce sujet, Camille Etienne, qui suit quand même le sujet depuis longtemps, mais comment cette association, en fait, Alors, à la toute genèse, je ne voudrais pas trahir Nicolas Thierry, donc, qui est mon collègue de Gironde, qui est à l'initiative du projet et qui a passé avec son équipe les 3 dernières années de sa vie, juste sur ce sujet, en fait, pour obtenir cette victoire de l'interdiction des polluants éternels. En fait, ils en ont parlé ensemble et puis c'est devenu un combat commun et qui a fonctionné vraiment en espèce de coalition large. Et pour sortir des sujets écolos, moi, par exemple, j'ai fait la même chose sur la question du consentement. J'ai été en coalition avec les associations parce qu'en
réalité, quand nous, on est députés d'opposition, les réseaux, c'est notre outil aussi pour faire une forme de pression face à, vous le savez, en plus, en ce moment, un régime qui est particulièrement dur et qui laisse peu de place au débat démocratique. Et puis, on n'est pas dans une culture du parlementarisme. Et en plus, on est aussi dans un écolo-bashing qui est très fort. Et ça, pour moi, il y a vraiment deux sujets. C'est-à-dire que d'un côté, on a la tech, les tenants de la tech, les algorithmes qui ne marchent pas en notre faveur parce que justement, nous, on va rechercher la complexité. Et moi, je sais qu'à mon échelle, quand j'ai été élue, je me suis posé la question avec mon équipe, qu'est-ce qu'on fait en termes de com, en fait ? Parce qu'on sait très bien que la justesse, c'est pas ce qui est le plus vendeur, quoi. C'est pas ce qui marche le plus. Et on a fait le choix de rester dans cette ligne de on restera juste et peut-être qu'on ne sera pas très visible. Mais c'est pas grave parce qu'on restera aligné avec nos valeurs. Donc ça, c'est le côté algorithmique qui ne nous aide pas. Mais il y a aussi tout un côté politique avec un backlash contre l'écologie parce que depuis, on va dire, le pic du mouvement climat en 2019-2020, l'écologie et l'écologie politique est devenue une menace pour l'ordre établi parce qu'on vient remettre en cause tout un système où il y a des gens qui ont des privilèges et qui n'ont pas envie de perdre leurs privilèges. Et donc, on est sous ce double courant. Et c'est là où les réseaux sociaux peuvent nous permettre de contourner les médias traditionnels pour essayer de faire monter des sujets. Puisqu'aujourd'hui, franchement, pour avoir un plateau où vous pouvez parler de fond sur l'écologie, sur une chaîne de grande écoute, je sais pas, sur un journal télé, franchement, il faut se lever tout, quoi. Donc, les médias restent les réseaux sociaux restent justement un appui pour contrer ça. Mais les réseaux réactionnaires font exactement la même chose. Ils utilisent, et là, moi, je pense aux ingénieurs du chaos de Daem Poli, qui montrent vraiment comment est-ce que les régimes populistes, ces 5-10 dernières années, en fait, ont bypassé le canal des médias traditionnels pour aller parler directement aux gens via les réseaux sociaux et donc les nourrir et les abreuver de leur culture à eux et de leur pensée politique. Sur le travail sur les polluants éternels, ça rejoint le travail de l'affaire du siècle qui a été porté notamment par Greenpeace, qui rejoint la notion de la pétition, parce que je crois qu'il y avait une pétition aussi sur les polluants éternels, sur les vidéos, sur la mobilisation des personnes. Donc vous avez travaillé, et donc ça s'appelle, ce format-là s'appelait comment ? Vous l'avez appelé comment ? Alors là, on va être sur une campagne qui est peut-être un peu plus bottom-up, justement qui a été créée en coalition avec différents acteurs. Et ça, je pense que c'est important pour pouvoir exister sur les réseaux, c'est d'être en capacité à mener des campagnes co-construites avec différents acteurs. Et ça, c'était un des succès d'Averse du siècle, c'était d'être en capacité d'avoir réuni toutes les grandes associations écologistes et d'autres acteurs. Il y avait Magali tout à l'heure, dont on est prêt, qui a associé des influenceurs, et aussi il est encore temps à l'époque. Et c'est finalement ce combo, c'est ce que disait Marie-Charlotte, aujourd'hui pour exister dans le débat public, c'est quand même très compliqué. Les sujets qui sont portés à l'agenda médiatique ne sont pas favorables, et trouver une porte d'entrée, c'est extrêmement compliqué. Donc dans certaines configurations, les réseaux sociaux peuvent être un espace qui permettent de porter ces sujets-là. Tu le disais sur les PFAS, c'est aussi été des moments puissants. Après, c'est plutôt des contre-exemples. C'est malheureusement assez compliqué d'émerger, et ça reste des configurations qui sont coûteuses. Et il y a aussi cette idée qui préexiste, que les réseaux sociaux, ce serait simple à utiliser, que ce serait finalement des espaces plutôt gratuits. Et en fait, non, derrière tout ça, il y a beaucoup de travail. Et ça, en fait, finalement, cette idée-là que n'importe qui pourrait s'en saisir, c'est assez faux, et il faut avoir des compétences importantes. Et dans le cadre de l'affaire du siècle, il y a un travail d'ingénierie hyper important. Et notamment, moi, ce que je montre en ayant décrypté la manière dont ça avait circulé, si vous lancez là-dedans, un des déclics, c'était la capacité, au même moment, d'avoir beaucoup de gens qui ont pris la parole et qui ont créé ce qu'on pourrait appeler une cascade d'informations qui a finalement à déferler et qui a fait très plaisir à l'algorithme qui a derrière diffusé à un maximum de personnes. Mais la limite, c'est le travail dans le temps. Une fois que ça a bien fonctionné, comment est-ce qu'on maintient les informations dans le temps ? Ouais, et ça, c'est un peu tout ce que j'ai essayé de développer dans le cadre de la thèse sur qu'est-ce que c'est que l'influence. Et donc l'influence, bien sûr, c'est votre capacité à se rendre visible, mais c'est aussi la capacité que vous avez à transformer les idées des gens et leur comportement. Et ça, c'est des choses, donc c'est une forme de participation qui soit beaucoup plus transformationnelle. Et au-delà du clic, c'est comment, et c'est ce que je disais sur la question de l'engagement, comment on arrive à faire en sorte que des individus puissent changer leurs idées et aussi à les diffuser. Et ça, pour moi, c'est aussi quelque chose d'important. Et donc, dans la thèse, peut-être qu'on va en parler, mais je travaille sur une autre campagne qu'on a menée avec des lycéens. Donc, on utilisait toujours des outils numériques. On avait lancé une plateforme qui permettait à des lycéens de lancer une pétition pour demander plus de menus végétariens dans la cantine scolaire. Et donc, ces lycéens, qui étaient une centaine de lycéens partout en France, ont lancé cette pétition et ont été portés après, au sein de leur lycée, ce message-là. Et moi, je trouve que ce type de campagne d'influence tout aussi importante, parce qu'en fait, on les a suivis pendant 1 an. Donc, tout a commencé avec un post Instagram, avec des mèmes qu'on a pu diffuser.
où justement on rappelait l'importance d'avoir une consommation plus importante de produits végétariens. Et donc de là, on a réussi à capter quelques lycéens hyper engagés qui sont devenus nos ambassadeurs de cette campagne-là et qui ont été diffusés nos idées dans des milieux dans lesquels on avait finalement assez peu accès dans ces lycées. Et nous, on les a formés après, toujours avec des outils numériques, on faisait des visioconférences, on a produit des contenus pour eux, on les a accompagnés pendant 1 an. Et au-delà de ça, moi, ce que j'ai pu étudier en faisant des entretiens avec eux, ce qui m'a été intéressant, c'est bien sûr, certains ont eu la capacité d'obtenir au sein de leur lycée plus de menus végétariens, mais c'est surtout la transformation politique que ça a opéré et la politisation que ça a construit chez eux. Et ça a été pour eux une première forme d'engagement et ça a aussi leur permis de confronter un discours politique à des individus, enfin, à leurs camarades dans les lycées qui n'étaient pas forcément en prise avec ces questions-là. Et c'est un peu moi ce que j'invite ici. Aujourd'hui, je pense qu'on est un peu à l'avant-garde. Ici, vous êtes là à présent de ces questions-là. Mais ce qui est intéressant pour moi, c'est notre capacité à aller toucher des individus qui finalement sont assez peu enclins à avoir ce genre d'idées. Et c'est la problématique des réseaux sociaux qui restent des bulles de filtre. On en parlait tout à l'heure. Hein. Vous avez des algorithmes qui vont vous classer dans certaines catégories de sujets. Et finalement, c'est assez difficile, à part dans certains cas, d'aller toucher des personnes qui ne pensent pas comme vous. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, pour moi, vraiment, garder cette idée à l'esprit que le numérique est une porte d'entrée, mais derrière, il n'y a rien de mieux que d'aller militer dans le réel et de pouvoir porter des messages. Et moi, je pense que c'est les campagnes qui sont les campagnes un peu d'avenir, d'utiliser le numérique dans cette dimension-là, de passage à l'action pour aller vers des nouveaux publics. Myrtille, est-ce que tu te retrouves dans ce 3e cas? Est-ce que toi, avec ta communauté, tu parles souvent avec, je pense peut-être plutôt des femmes qui essayent de changer de style, qui essayent de changer leur manière de consommer? Est-ce que tu as des retours comme ça un peu directs ou c'est vraiment toi qui initie les changements? Alors, je pense que c'est difficile en fait d'avoir beaucoup d'informations sur sa communauté. En fait, c'est assez opaque. La plupart du temps, on crée du contenu et on ne sait pas trop à qui il est diffusé. On a très peu de stats de la plateforme. On ne sait pas vraiment qui est derrière le chiffre. Donc moi, ce que j'essaye de faire régulièrement, c'est notamment via les stories, de poser des questions, d'engager avec la communauté pour en savoir plus sur les femmes qui me suivent et quelles sont leurs motivations. Et après, j'ai aussi forcément l'échantillonnage de mes clientes, parce que pour le coup, je suis en discussion avec elles direct. Et c'est vrai que ce qui est chouette, c'est de voir qu'il y a des femmes qui étaient déjà acquises à la cause et qui sont venues vers mon profil parce qu'elles partageaient mes valeurs, mais d'autres qui sont arrivées sur mon profil parce que je parlais de mode et qui se sont rendues compte qu'elles pouvaient être tout aussi à la mode en consommant différemment, seconde main, vintage et surtout en achetant moins de vêtements. Et donc, ça fait avancer les choses et ça, c'est le plus, enfin, je trouve que c'est le plus chouette de se rendre compte de ça. Mais c'est vrai que ça reste très opaque, hein. On a du mal à savoir. Ce que j'ai trouvé intéressant et ce pourquoi j'avais décidé de te contacter, c'est qu'on a parlé de l'échelle européenne, supranationale, des big tech. Voilà, on a parlé de différentes échelles, mais avoir quand même la notion de dire qu'on peut un peu construire aussi son algorithme à une certaine échelle. J'y vais je marche un peu sur des œufs, mais quand même. Et ben ça, t'as pris cette dynamique-là de dire, en fait, on peut aussi quand même choisir la bulle dans laquelle on est, parce qu'on sait qu'on va être dans une bulle. Et donc, j'aimerais bien que tu t'expliques un peu comment t'en es arrivé là et ce que tu fais concrètement pour changer cet algorithme à ton échelle. Oui, alors ça, effectivement, c'était... En fait, j'ai raconté une démarche personnelle. J'ai fait une vidéo en disant « J'en ai marre qu'on m'incite à surconsommer sur Instagram à longueur de journée. Comment est-ce que je peux faire pour avoir moins cette impression-là de je me connecte sur les réseaux et ça me crée un besoin que je n'avais pas avant de m'être connectée ou ça me crée une frustration. Et simplement, au lieu d'être passif, en fait, c'est des réseaux sur lesquels on est depuis des années et des années. On nous pousse du contenu où on a été abonné un instant T à tel compte et puis on se pose plus la question de est-ce que je suis toujours en adéquation avec ces comptes qu'on me pousse. Et donc là, c'est prendre le recul nécessaire et se dire qu'est-ce que j'ai envie de mettre, qu'est-ce que j'ai envie de voir au quotidien. Et donc typiquement, moi, sur les sujets de mode, de consommation, je me suis dit que j'avais envie de voir des femmes avec des profils
profils différents, donc des personnes racisées, des personnes qui n'aient pas uniquement 20 ans et qui fassent une taille 34, même si je n'ai rien contre les personnes qui ont 20 ans et qui font une taille 34, mais il y a quand même une surreprésentation de certaines personnes par rapport à d'autres sur les réseaux, et ça c'est un truc, on peut prendre le temps de temps en temps de se dire ok, j'ai envie de chercher des comptes qui représentent mes valeurs, j'ai envie de liker, de m'abonner à des profils qui justement changent de ce que me pousse l'algorithme, et donc à mon échelle de l'abonnement, du like et du commentaire, je peux essayer de changer les choses. Voilà, et ça reste une goutte d'eau, mais c'est toujours ça. C'est toujours ça. Et donc, du coup, ça veut dire que tu te désinscris aussi de certains comptes? Oui, bien sûr. Oui, je crois qu'il y a aussi, on en avait discuté ensemble, ce truc de, en fait, être abonné à quelqu'un, et notamment aux influenceurs et aux influenceuses, bah, eux, c'est ça qu'ils vont aller vendre derrière. Effectivement, comme ils sont un espace publicitaire, ils ont besoin de montrer leur taux d'engagement, ils ont besoin de montrer leur nombre de likes, ils ont besoin de montrer leur nombre d'abonnés. Et donc, bah, si on tombe sur des comptes où on a des hauls Zara à longueur de journée, ou justement que dans chaque story, on nous pousse à acheter quelque chose de nouveau, et qu'on continue à suivre ce compte parce qu'on trouve la personne sympa, bah en fait on va dans le sens du système. Donc là c'est ce truc de se dire bah peut-être que cette personne est sympa, mais en fait peut-être que j'ai pas envie de lui donner mon abonnement, mon commentaire ou mon like, parce que j'ai pas envie de soutenir cette manière de faire. Et lui donner ton attention finalement. Voilà. Ouais, du temps qui est précieux. Exactement, le temps qui est précieux en effet. Et en fait, depuis qu'on a eu cette conversation, je passe du temps à retirer, à prendre de temps en temps 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là pour retirer les personnes et avoir une vision assez, quelque part, assez binaire de est-ce que ce contenu me fait du bien, est-ce que ce contenu m'informe? C'est un peu les deux questions que je me pose. Et si la réponse est non, bah, je retire dans un premier temps en tout cas. Donc tu n'es jamais très loin de ma question quand je suis sur les réseaux sociaux. Marie-Charlotte Garin, sur la création, toi, de ton compte. Donc, tu disais tout à l'heure que vous aviez décidé avec votre équipe, avec ton équipe, de dire on va rester sur la justesse, et donc il y a certains contenus sur lesquels on va pas aller. Sur le fait d'aller chercher un nouveau public, et notamment le public jeune, comment est-ce que tu travailles individuellement à cette dynamique ? Peut-être juste pour réagir 2 secondes à ce qu'a dit Myrtille, moi quand je t'entends, en fait c'est presque un vote. Tu vois, c'est presque comme voter pour quelqu'un, en fait, se dire bah ouais, cet homme ou cette femme politique elle est très sympa quand je la croise au marché et qu'elle me serre la main, mais pour autant je valide pas forcément ses pratiques, donc est-ce que je vais lui donner mon vote? Donc voilà, je trouve qu'en fait au final c'est repolitiser vachement notre rapport au contenu en ligne, et que c'est hyper important. Nous pour la jeunesse, je vais être honnête, franchement on tâtonne quoi. On trouve que c'est difficile parce que, et encore moi en disant ça, j'ai pas 30 ans quoi. Donc, je fais partie des personnes pour qui c'est censé être le plus accessible de parler aux jeunes, puisque je suis encore jeune, même si je ne fais pas partie des plus jeunes dans l'usage des réseaux sociaux. Et en fait, du coup, on essaye d'investir TikTok. Moi, je n'étais pas du tout sur TikTok avant d'être élue. D'ailleurs, je n'y suis pas vraiment, en réalité. C'est la personne qui s'occupe de mes réseaux sociaux qui est sur TikTok. Et on teste des contenus qui sont différents. Et franchement, à l'heure actuelle, et ça fait 3 ans que je suis élue, on n'a pas encore maîtrisé l'algorithme, quoi. On trouve que c'est hyper aléatoire, des trucs qui marchent super bien sur Insta marchent pas du tout sur TikTok et vice-versa. Et par contre, du coup, nous, on utilise vraiment ce que je vous disais tout à l'heure sur la question des tendances. On les utilise pour sortir justement des bulles. Parce qu'en fait, sinon, nous, on parle que à des gens de gauche, engagés, féministes, écolos, enfin, on reste dans ces bulles-là. Et donc, on essaye d'utiliser les tendances pour percer la bulle et raccrocher du monde. Et franchement, ça marche. Mais par contre, ça ne va pas du coup être forcément aligné avec le type de contenu qu'on a l'habitude de produire en continu. Donc typiquement, vous avez vu peut-être il y a quelques semaines la trend sur la série Bref, oui. Où je voulais m'asseoir, je ne sais plus combien de temps je me suis assis, 20 ans ou 30 ans, je ne sais plus. Typiquement, ça, on l'a utilisé pour en fait, quelque part un peu se faire connaître. Et évidemment, il y a des gens qui réagissent en disant « Oh là là, elle se kiffe ». Oui. En vrai, on a conscience de ce qu'on fait. On utilise l'image d'une personne pour essayer d'attirer sur la base d'une tendance. Mais du coup, pour compenser, parce que c'est important pour nous, le contenu d'après, pour nous, c'était hyper important que ça soit un contenu de fond, en fait, pour se dire que toutes les personnes qui sont arrivées et qui se sont abonnées au compte grâce à cette tendance, hop, on les remet en fait un petit peu dans notre ligne à nous, qui est du fond, du politique, de l'information et de la mobilisation. Donc, c'est pas hyper simple. Et en disant cela, moi, je vois bien que, par exemple, LinkedIn,
c'est un super réseau social en fait. Voilà, je découvre ça parce que moi je l'avais pas du tout investi avant d'être élue non plus. Et en fait l'algorithme là-bas est hyper différent et tu peux en fait promouvoir des contenus de qualité et de fond et ça marche super bien. Donc il y a parler aux jeunes, mais en fait en réalité on essaye de parler un peu à tout le monde et avec la difficulté de les jeunes, comment est-ce que tu fais pour ne pas parler d'eux mais parler avec eux et sachant que la jeunesse n'est pas homogène. Et pourtant, on ne peut pas dire que la jeunesse, elle n'est plus engagée. Et je vous renvoie vers le livre « Sois jeune et tais-toi » de Salomé Saké qui dresse un beau portrait juste de la jeunesse. Et ça, c'est la difficulté. Parce que moi, je peux créer un phénomène d'incarnation parce que j'ai la chance d'être une jeune femme en politique et que j'ai plein notamment de jeunes femmes qui me disent « En fait, on s'identifie, merci, on a l'impression d'être représentée. » Et c'est aussi pour ça que moi, je me suis présentée. En fait, je me suis dit « Il n'y a pas assez de jeunes femmes en politique, donc j'y vais. » Mais je ne représente pas tous les jeunes non plus. Et ça, je ne pourrais jamais, en fait... aller au bout de ça, quoi. Et c'est là où finalement on sort de la logique numérique sur les réseaux sociaux. Aller au bout de ça et aller parler aux jeunes, en fait, c'est dans ma circonscription, dans la vraie vie, dans les universités, dans les facs, dans les lycées, avec les jeunes du Centre social Bonnefoy, etc., etc. En fait, c'est là où, pour le coup, pour moi, c'est les limites du numérique. Et moi, mon job en tant que femme politique qui a été élue, c'est d'amener tout ça sur le terrain, quoi. Oui, Myrtille. Je rebondis parce que pour le coup, moi aussi, je suis sur TikTok, mais parce que ce réseau me fascine, je trouve qu'il est vraiment hyper intéressant. Je pense que ce qui fonctionne sur TikTok, c'est le vrai. Et en fait, alors je sais pas dans quelle mesure tu as le temps de faire ça, mais si tu prenais juste ton téléphone et que tu parlais une fois de temps en temps en disant, en fait, là, je vais à tel endroit, je vais raconter ça mais je sais pas aussi ce que tu as le droit de dire ou de pas dire, tu vois, mais c'est compliqué parce que j'étais face à un vieux boomer et en fait, le discours ne passe pas. Je pense que c'est ça qu'on a envie d'entendre sur TikTok. C'est ces trucs un peu des coulisses de ton quotidien, de c'est quoi d'être député, c'est quoi le quotidien, qu'est-ce qui se passe dans ta vie, quelles sont tes difficultés, et ça fonctionne en termes de contenu. Il n'y a pas besoin que ce soit beau, il n'y a pas besoin que ça ait pris 3 plombes en montage. C'est juste, quel est ce à quoi on n'a pas accès normalement. Et en fait, moi, typiquement, je ne sais pas ce que tu fais de tes journées. Et donc, je trouverais ça cool que tu racontes, là, j'ai été démarchée dans ma circonscription et j'ai fait les marchés. Et ce truc qui nous paraît un truc des années 90, en fait, c'est encore hyper intéressant. Et voilà pourquoi. Enfin, je pense que des trucs qui, toi, te paraissent être la base et intéressants pour personne, en fait, c'est ce qui intéresse sur TikTok. Ouais, et c'est beaucoup ce que me dit Quentin, qui est du coup la personne qui travaille avec moi pour la com. Lui, il dit, parce que moi j'ai aussi un méga syndrome de l'imposteur, croisé syndrome de la bonne élève, donc tu sais, tu te dis, il faut toujours que ça soit bien et que ce soit parfait, etc. Et parfois, on a des vidéos qu'on a tournées en genre 10 minutes à l'arrache, et effectivement, ça marche super bien. Et un truc qu'on a pas mal observé, c'était aussi les réactions politiques. En gros, par exemple, je sais pas, Macron, il dit qu'il faut traverser la rue pour avoir un job. Moi qui réagis à cette vidéo, et en fait, ça marche vachement bien parce que je pense que les gens, et en mode aussi un peu pédago, tu vois, où t'expliques pourquoi telle phrase politique ça va pas et pourquoi c'est malade. Par exemple, Marion Maréchal qui donne des chiffres complètement faux sur les violeurs dans ce pays. Ça, quand on fait du debunk et de la réaction un peu en direct, ça marche. Mais je retiens une petite immersion dans ma vie de députée sur TikTok. Ça pourrait être un plan de com pour les semaines qui viennent. Jean-Baptiste, est-ce que à l'échelle de Greenpeace, il y a des formations des salariés, des bénévoles sur l'utilisation des réseaux sociaux Alors, oui. Juste pour rebondir sur cette question de l'incarnation, c'est hyper important ce que vous dites, et de la personnalisation. Je pense que pour une organisation comme Greenpeace, c'est très compliqué parce que justement, nous, on a cette tendance à que l'organisation dépasse la question des individus et pour nous, c'est compliqué d'avoir ce type de communication. Et c'est pour ça que nous, on a plutôt des... Pourquoi ? Parce que en fait, en tant qu'organisation, on porte surtout des valeurs et on n'a pas spécialement l'envie que ce soit des personnes qui soient mises en avant et des combats. Et donc, ces formats de personnalisation, c'est plus difficile pour nous de les porter. Et donc, c'est pas grave, c'est comme ça. On est moins dans les codes de la culture numérique. Et c'est pour ça que je pense qu'on a besoin d'aller sur deux espaces. Mais pour répondre à la question, donc nous, on a une volonté, une tendance, pas spécialement à former uniquement aux réseaux sociaux, mais de manière plus large, comment toi tu peux agir en tant que citoyen. Et ça, on a monté une plateforme, et c'est pour ça que je voulais en parler 2 minutes, d'une plateforme de pétition. Donc les pétitions sont souvent vues comme étant un peu has-been, mais c'est finalement la meilleure porte d'entrée
vers l'engagement politique. Il y a une étude du CREDOC de 2002-2023 qui montre que c'est la première forme d'engagement chez les jeunes. Il y a 35-40% des jeunes qui signent tous les ans une pétition. Et donc, c'est pour ça qu'on a lancé, il y a 3 ans, une plateforme qui s'appelle Green Voice, et ça marche hyper bien. On a eu plus de 600 000 personnes qui ont signé des pétitions, plus de 800 pétitions qui ont été lancées, mais c'est surtout qu'on sait qu'il y a plus de 40% des gens qui ont signé des pétitions qui n'étaient jamais rentrés en contact avec Greenpeace. Et ça répond aussi, nous, à un besoin qu'on avait de plein de gens qui nous disaient comment je peux agir près de chez moi, j'ai un projet dégueulasse qui est en train de se monter, ou comment je peux faire en sorte d'avoir plus de transports en commun, plus de pistes cyclables, plus de menus végétariens, on en parlait. Et donc, nous, on accompagne, juste, du coup, en termes de formation. Donc, les réseaux sociaux, former les réseaux sociaux, c'est un type de formation qu'on va proposer. Mais plus globalement, on fait des formations. Donc, si ça vous intéresse, on propose des webinaires. En gros, c'est comment devenir un militant autonome. Et nous, on en a besoin parce que Greenpeace seul, on n'y arrivera pas. Et donc, on forme à l'utilisation des réseaux sociaux, comment on prend contact avec des médias, comment on monte sa campagne et comment on lance sa pétition, qui est une porte d'entrée derrière pour mener des combats. Donc, je pense que on essaye de revisiter un peu. Et je pense que ça, c'est d'ailleurs la grande force du numérique, c'est cette forme d'horizontalité où aujourd'hui on parlait de top-down, où justement il fallait être une grosse organisation pour porter des combats. Aujourd'hui, il faut des compétences bien sûr, mais aujourd'hui on peut se former, on peut créer on va pas changer le monde chacun, mais c'est par contre une addition à son échelle, de sa localité, même on en parlait tout à l'heure, son lycée. Et donc, si ça vous intéresse, inscrivez-vous. On a une newsletter et je pense qu'elle marche très bien. C'est ce qui s'appelle Green Voice et on propose tous les mois des pétitions que vous pouvez signer près de chez vous, des combats qui existent, que vous pouvez rejoindre ou vous-même vous former. On propose des formations aussi pour agir. Et je peux en attester parce que l'année dernière, dans le cadre toujours du Climat Libé Tour, donc à chacune de nos étapes, on organise des parlements où on regroupe une centaine de jeunes pour les accompagner dans le fait de débattre et d'apprendre sur différentes thématiques liées à l'écologie. Et l'année dernière, on avait une étape un peu particulière à Paris où on avait travaillé avec l'association Banlieue Climat, qui est notamment portée par Féris Barkat, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Et on avait changé ce format de parlement. Au lieu de mettre des jeunes dans une assemblée et de les faire débattre de manière un peu traditionnelle, on leur avait demandé à ces jeunes qui étaient intéressés pour participer à ce parlement, donc on en avait mis moins, on n'avait pas mis une centaine, on avait mis quelques dizaines, et on leur avait demandé ce qui les intéressait de faire. Et donc, on travaille avec Oxfam et on travaille là, c'était avec l'Académie du Climat et nous, Libération. Et ils nous avaient dit, OK, nous, on veut faire une mobilisation sur la pollution de l'air. Ok, très bien. Donc en fait, on a réussi à monter une mobilisation de Saint-Ouen en région parisienne jusqu'au centre de Paris et à l'Académie du Climat. Et en fait, je reboucle sur Green Voice parce qu'on avait travaillé avec Green Voice pour les accompagner, pour rédiger une pétition sur cette question de la pollution de l'air. Et en fait, ça leur avait donné une légitimité à un endroit. Ils ont appris, en fait. Ils sont allés chercher, eux, le contenu. Ils ont appelé des scientifiques. Nous, on les a accompagnés sur l'écriture. Green Voice leur a aussi donné des explications sur comment configurer une pétition. Et donc, du coup, c'était un exemple concret de comment est-ce qu'on peut travailler à plusieurs depuis, en effet, leur base et leurs envies et jusqu'aux réseaux sociaux, parce qu'à la fin, en fait, on était en direct sur Twitch pour vivre cette mobilisation de Saint-Ouen au centre de Paris. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci beaucoup Marie-Charlotte Garin, merci beaucoup Myrtille, merci beaucoup Jean-Baptiste Paulet, Myrtille du compte Histoire Seconde.